Quatrième point, il ne dit pas si la Grande-Bretagne doit en faire partie. Sachant que tous les mouvements pro-européens disent oui à l'Europe à condition que la Grande-Bretagne n'en fait pas partie, c'est assez significatif. Cinquième point, il dit qu'effectivement l'idée européenne est une belle idée, mais elle ne se réalisera pas de son vivant. C'est une idée qui est à court terme et qui est réaliste. Il voit 4 obstacles. Premier obstacle, l'URSS. L'URSS n'autorisera jamais une fédération européenne, qui la menacerait. Deuxième obstacle, les USA. Les USA n'accepteront jamais une zone de commerce qui leur serait fermée. Troisième obstacle, l'impérialisme. Je ne développe pas. Quatrième obstacle, l'Église catholique. Les catholiques opposeront, et c'est à ça qu'on arrive à relier le patriotisme ou le fait que George Orwell reste avant tout en anglais, et l'Angleterre est anglicane, pas catholique. Les catholiques sont des réactionnaires, donc se fédérer avec des Français réactionnaires, ça ne marchera pas, et l'Église catholique fera tout ce qu'elle peut pour faire échouer le plan, quitte à réutiliser ses slogans. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très particulier. Je vous ai mis la petite phrase derrière qui montre bien que c'est un européisme très limité. Mais en tout cas, ce que je vous dirais juste la dernière phrase, sa phrase de conclusion. Dans la perspective actuelle, autant que je puisse appréhender, la possibilité des États-Unis d'Europe est très mince et noire. Il n'y croit pas. Donc, sur la partie réelle, c'est-à-dire vraiment l'engagement pro-européen de George Orwell, je crois qu'on peut être clair, cet engagement n'existe pas, ou en tout cas il est purement périphérique. C'est quelque chose de vraiment secondaire dans sa vie. Et d'ailleurs, si je me suis amusé à regarder un peu tous les ouvrages qui concernent la Partisan Review, on parle beaucoup de George Orwell, on parle beaucoup de ses polémiques, notamment sur le pacifisme, contre le pacifisme, parce que dans un article, il dit que le pacifisme est objectivement pro-fasciste. On parle beaucoup de ça, mais jamais son article 1947. Quand on regarde comment est-ce que les idées européennes de George Orwell maintenant ont été comprises, comment cet article a été reçu. Alors, la réception de cet article de 1947 à court terme. Là, la réponse est simple, aucune. Il n'y a strictement aucune réaction, ni dans la Partisan Review, ni dans les revues hétérodoxes françaises, anglaises. La réception de cet article-là passe totalement dans l'oubli pour une autre simple. C'est pas tellement que cet article est mauvais, mais simplement c'est un article comme n'importe quel membre de notre parti aurait pu l'écrire. C'est un article parmi des dizaines d'autres. Ça fait partie de la Vulgate, il se contente de reciter une Vulgate. Donc réception à court terme, absolument aucune. Quand on regarde, donc, on pourrait faire en gros utiliser 3 grandes périodes, c'est ce que je vous propose de faire ici, sur l'interprétation de cet engagement et de ces idées. D'abord une période qui est 1947-1968. On va dire que cette période-là, c'est une nuance totale de l'aspect de l'engagement, entre guillemets, pro-européen de George Orwell. Il n'y a absolument rien. Rien. Le Thierry Prounet, qui a écrit un livre sur la Partisan Review, ne cite rien. Hugh Wilford, qui a écrit sur les intellectuels de New York, qui parle beaucoup d'Orwell, ne voit absolument rien. Donc on peut dire que sur cette période-là, a priori, sauf article anecdotique dans une petite revue à portée limitée, il n'y a rien. Deuxième période, c'est la période 68-97, où là, on va dire que c'est une période où on commence à revoir la publication de cet article, qui était complètement introuvable. C'est une revue new-yorkaise, quand même, sans rappeler. Et cette période-là, on va dire qu'il y a quand même une volonté, on va dire presque d'encyclopédie. En 68, c'est la publication en anglais de ses essais, la compilation de ses essais. L'article Toward European Unity commence à réapparaître. Mais je veux dire, dans une volonté encyclopédiste, on commence à compiler en Grande-Bretagne tout ce qu'il a écrit, y compris ses textes concernant l'idée européenne, sur lesquels personne ne fait de commentaires sur cette période-là. Et c'est vrai que de 68 à 97, on compile les textes, on retrouve des publications, des reproductions, mais il n'y a pas de commentaires. C'est ça qui est surprenant, cette deuxième période. Et puis il y a une période qui est vraiment une période très tardive, et c'est là qu'on commence à parler d'idées européennes, c'est la période 97. Quand on regarde vraiment, si on s'amuse à regarder toutes les années de parution, si je laisse tomber les essais de 1968, quand est-ce qu'a été republié cet article-là, on s'aperçoit qu'ils sont tous publiés entre un petit peu en 97 et surtout à partir de 2001. Il y a notamment, je donnerai ça dans ma communication écrite un peu plus tard, mais notamment dans un livre qui est assez intéressant parce qu'il se veut, c'est presque un livre de combat, une compilation de tous les grands textes qu'il faut avoir lu en Grande-Bretagne, qui est le Pro-European Irreverent, qui est publié en 2001 par Dick et Mark Leonard. Il compile tous les textes des plus grands penseurs, les plus grands écrivains, les plus grands défenseurs de l'idée européenne. Vous trouvez Harold Macmillan, vous trouvez Edward Heath, Laura Jenkins, Jean Monnet, Jacques Delors, et vous trouvez George Orwell. Ce texte-là réapparaît.
Je ne vais pas cumuler tous les noms, ce sera assez fastidieux de toutes les éditions, mais en fait, il y a vraiment un tir groupé. Ça a réapparu en 97, et vraiment tir groupé en 2001, et puis on s'arrête en 2004. Alors, il faut essayer d'expliquer un peu cette frénésie éditoriale qui a vraiment duré de 2001 à 2004. En fait, l'explication, et on voit bien que là, on essaie de construire une icône qui est complètement déconnectée de la réalité. Donc d'abord, hormis les essais 68, toutes les republications de cet article datent d'après Maastricht. Quel est le problème des Britanniques? Il faut trouver une icône. J'ai bien aimé le mot l'écrivain adorable. Il faut trouver un écrivain qu'on puisse adorer. Et il faut retrouver quelqu'un, pas G.O.S. Parce que c'est lui le grand intellectuel pro-européen dans la France. C'est pas lui. Parce que la G.O.S. d'abord existe un peu particulière. Il a fait notamment, il a écrit un livre en 1935 sur la démocratie, où il a critiqué un petit peu, c'est pas d'actualité. Il y a toute une série de choses comme ça. Donc il faut trouver un écrivain. Pas G.O.S. parce que trop iconoclaste, inutilisable, et puis à partir de 1932, il condamne la Fédération européenne, il dit qu'il faut passer directement à la Fédération mondiale. Les grands intellectuels fédéraux il y en a. Le problème, c'est qu'ils sont un peu des écrivains, sans que ce soit péjoratif, de seconde zone. Bon, je vous dis le nom, hein, vous avez par exemple Margaret Stone Jensen, qui écrivait des romans très populaires à l'époque, qui se vendaient bien, mais qui tombaient complètement en oubli. C'est vraiment, elle écrit à peu près 1 ou 2 livres par an, hein, pour situer un peu sa production. Donc, c'était vraiment, on voulait la comparer, il faudrait la comparer à un écrivain comme Marc Lévy aujourd'hui en France. C'est quelqu'un qui publie sans qu'on soit un jugement de valeur, quelqu'un qui publie énormément, mais qui dès l'époque, vous sentez bien que ce ne serait pas un grand summum de la littérature. Vous avez également un auteur de science-fiction, Stapledon, qui a un gros défaut, c'est qu'il est d'origine non anglo-saxonne, donc qui est un peu gênant. Vous avez l'écrivain, le philosophe C.M. Judd, qui était surtout connu pour ses chroniques de la BBC, mais bon, il y a eu des petits scandales, notamment il a provoqué un grand scandale en 1940. Ça ne fait pas suivre pour tomber dans ce cadre, mais pour montrer un peu ses idées et pourquoi il ne peut pas l'utiliser. Mais lors d'un congrès de Fédéral Union en 1940 à Oxford, il s'était promené, il s'était baigné nu dans la Tamise, puisqu'il était un adepte du végétarisme et du nudisme. Donc voilà, pas du tout utilisable, et puis il sera complètement discrédité par ses idées et son comportement un peu bizarre. Si on parle d'intellectuels de la haie, là aussi inutilisable. Vous avez le poète John Masefield, il existe, il est à la haie en 1948, pas assez important. Et parmi les grandes signatures, Bertrand Russell, qui effectivement était le congrès de la haie, mais là aussi pas assez connu à l'échelle européenne pour être repris. 1997, il faut retrouver 1992, pour fédérer quelque chose. Et il faut vraiment quelqu'un à la stature européenne. Donc 92, Maastricht, il faut trouver des icônes. Et surtout 97, on voit bien que ça recommence à monter. Qu'est-ce qui se passe en 97? C'est surtout l'arrivée de Tony Blair. Et 2001, qu'est-ce qui se passe? C'est le passage à l'euro. Et cette question, la Grande-Bretagne va-t-elle abandonner la livre sterling? Et Tony Blair aura-t-il le courage de faire le référendum qu'il a promis, notamment pour un passage à l'euro? Et on voit bien que toutes les plus republications de George Orwell sont liées suivent très bien les campagnes, les hauts et les bas de l'européisme de Tony Blair. S'il y a des hauts, il y a des bas. 2004, Tony Blair annonce qu'il n'y aura jamais de référendum sur l'Europe, et je n'ai plus retrouvé de republication. Et il y a vraiment ce tir groupé de 2001-2004, ce sont les 3 ans lesquels Tony Blair promettait un jour un référendum. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument flagrant. Donc, je ne vais pas dire qu'évidemment, George Orwell est blairiste, mais c'est vrai qu'on a essayé d'instrumentaliser George Orwell dans une lecture qui était utilisée pour la campagne de Tony Blair. Après 2005, je conclurai sur ça, c'est assez particulier pourquoi est-ce que George Orwell n'est plus utilisé? Pour très simple, c'est qu'on peut dire que le mouvement pro-européen est mort en mai 2005. Puisque en mai 2005, la France vote non la Constitution européenne, et la première réaction de Tony Blair a été de couper tous les crédits à toutes les associations pro-européennes, c'était flagrant. La France vote non, le lendemain, le site de l'association Britannia New Europe fermé, et il disait qu'elle transférait tous ses fonds au mouvement européen. Il n'y a plus aujourd'hui, pour en parler, d'associations pro-européennes. Il me reste une dernière, Fédéral Union, qui existe toujours, mais George Orwell ne partageait pas ses idées. Voilà, je vous remercie.